Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir participé et de nous avoir rejoints sur cette formation. Formation sur laquelle nous allons parler pendant un petit quart d'heure, et bien sûr, je répondrai à vos questions, sur la perte d'exploitation et précisément comment évaluer la perte d'exploitation que pourrait subir une entreprise et comment proposer une couverture du risque optimale. Pour ce faire, l'Argus de l'assurance propose des formations. Nous avons plus de 150 programmes au catalogue, une équipe de 30 personnes, 400 à peu près experts formateurs. Et nous travaillons aussi bien en inter qu'en intra, en classe virtuelle, en e-learning et en webinaire qui nous vaut le plaisir d'être ensemble. Tout d'abord, parlons de l'assurance perte d'exploitation par rapport à l'assurance incendie. Vous savez que l'assurance incendie, c'est la première mesure indispensable à la sauvegarde d'une entreprise quand vient à se déclarer un sinistre. Mais autant l'assurance incendie ou la multirisque professionnelle va permettre la reconstitution et de l'entreprise, la reconstruction de l'entreprise et l'indemnisation des dommages directs qu'elle a subis, autant l'arrêt temporaire qui est nécessaire à la remise en état de l'appareil de production, arrêt temporaire ou voire on déterminera ensuite la durée, va générer ou va entraîner une baisse du chiffre d'affaires alors que les charges continuent de courir. Ces charges, on verra qu'on va pouvoir les répartir entre charges variables et charges fixes. Et de ce fait, ces fameuses charges variables ou fixes ne sont plus financées par la marge brute qui était réalisée avant le sinistre. Alors, deux questions se posent. Premièrement, comment compenser la baisse du chiffre d'affaires et partant de la marge brute? Et deuxièmement, comment faire face aux frais supplémentaires d'exploitation qui ne manqueront pas évidemment d'arriver et qui pourraient rester à la charge de l'entreprise? Nous avons bien sûr deux catégories de charges. Nous en avons parlé. Tout d'abord, les charges fixes. Celles qui ne peuvent pas être réduites, même si l'activité s'arrête. Ce sont ce qu'on appelle les charges incompressibles et nous les avons bien sûr détaillées au travers du compte de résultat. Mais également les charges variables, celles qui évoluent en fonction du chiffre d'affaires, c'est-à-dire la constitution des stocks, les salaires et autres. Ça veut donc dire que le bénéfice ou la perte qui va être réalisée par l'entreprise assurée est égal au chiffre d'affaires moins le total des charges. Bon, il est à souhaiter que nos entreprises assurées ne connaissent que des bénéfices. Trois éléments sont donc constitutifs du chiffre d'affaires. Premièrement, les charges variables, plus les charges fixes, plus les bénéfices éventuels. Prenons un exemple. Nous avons, avant le sinistre, un chiffre d'affaires de 100. Alors, quelle que soit l'unité de mesure. Les charges variables représentaient 70%, les charges fixes 20%, ce qui permettait de dégager un bénéfice de 10. Ce qui veut donc dire que la marge brute, c'est les charges fixes plus la marge variable. Du fait du sinistre, le chiffre d'affaires est réduit à zéro. Les charges variables sont nulles, les charges fixes restent toujours à un niveau incompressible, c'est-à-dire 20, c'est-à-dire que le bénéfice est nul. Ça veut donc dire que la perte réelle est de 20 plus 10, à savoir les charges fixes plus le bénéfice, c'est-à-dire 30 qui représente la marge brute. C'est donc la perte d'exploitation que subit l'entreprise et sur laquelle nos efforts en tant qu'assureurs devront porter pour lui permettre effectivement et la reconstitution du chiffre d'affaires, mais surtout la reconstitution de la marge brute. Cela revient à dire qu'il faut replacer l'entreprise dans la situation qui était la sienne si le sinistre ne s'était pas produit. C'est-à-dire que l'indemnité versée par l'assureur au titre du contrat perte d'exploitation sera égale à la perte du chiffre d'affaires multipliée par le taux de marge brute. Et on verra tout à l'heure ce qu'est le taux de marge brute. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. Le taux de marge brute, en fait, c'est la marge brute, c'est-à-dire les charges fixes,
plus les bénéfices divisé par le chiffre d'affaires. Dans l'exemple précédent, nous avions le taux de marge brute devient 20, c'est-à-dire les charges fixes plus le bénéfice sur 100, c'est-à-dire 30%. Ça veut donc dire que l'indemnité qui va être versée par l'assureur, c'est la perte du chiffre d'affaires multipliée par le taux de marge brute, c'est-à-dire 100 multiplié par les 30% que nous avons calculés, c'est-à-dire 30. Ce qui permet à notre assuré, premièrement, de faire face aux charges fixes et également de retrouver le bénéfice escompté, c'est-à-dire celui qu'elle connaissait avant la survenance de l'événement, comme suit, c'est-à-dire les charges fixes de 20 et le bénéfice de 10. Mais comment va-t-on établir ce contrat perte d'exploitation? Plusieurs phases vont être nécessaires et préalables. Premièrement, il va falloir procéder à une analyse du risque. Deuxièmement, déterminer quelle est la période d'indemnisation souhaitable. Et vous allez voir qu'elle peut commencer de 12 à 48 mois. Troisièmement, quelle est la marge brute à garantir? Le quatrième point, c'est mais quel est le prix de cette garantie ou de ce niveau de couverture? Et cinquièmement, malheureusement, le sinistre va survenir et nous verrons quelles sont ses conséquences. Premièrement, l'analyse du risque. Quels sont les aléas auxquels l'entreprise peut être confrontée? Vous savez bien que l'incendie est évidemment un événement accidentel. Ça veut donc dire qu'il est soumis à un aléa. Petite précision, dans la mesure où il y a disparition de l'aléa, ça voudrait donc dire que le risque n'est plus assurable. Donc, quels sont ces aléas? Ça peut être l'incendie, ça peut être des dommages électriques, ça peut être peut-être la disparition de fichiers dans le cas de cyber-risque, ça peut être l'explosion, ça peut être du bris de machine, ça peut être du vol, un dégât des eaux, des catastrophes naturelles, des attentats, des sabotages et autres. Toutes les garanties que nous connaissons par ailleurs. Dans un deuxième point ou un deuxième temps, il va falloir procéder à l'analyse de l'activité, c'est-à-dire qu'il va falloir connaître pour chacune des entreprises auxquelles nous proposons un contrat, un niveau de couverture perte d'exploitation, connaître les différents stades de la fabrication et leur vulnérabilité. C'est ce que nous appelons, et que vous connaissez très bien, ce qui s'appelle le taux d'exposition au risque. On peut avoir des entreprises avec plusieurs implantations, avec plusieurs bâtiments de fabrication. Donc, il va falloir, dans le cadre de cette activité, déterminer l'existence de goulots d'étranglement, c'est-à-dire les points de passage obligés de la fabrication. Prenons par exemple une chaîne d'embouteillage, il y a effectivement la bouteille, il y a effectivement le transvasement du liquide, il y a le fait de fermer la bouteille, c'est le fait de mettre une étiquette, le fait de la mettre en carton. Donc, à chaque stade de la fabrication, on verra quels sont les points d'achoppement sur lesquels on pourrait avoir soit un bris de machine, soit un incendie, dans tous les cas, un arrêt de l'activité. Il va falloir également déterminer la capacité de production. Est-ce que l'entreprise travaille au maximum de ses capacités, c'est-à-dire à flux tendu, ou est-ce que son activité n'étant pas au maximum, elle a pu constituer des stocks? Il va falloir également déterminer la répartition de cette activité en différents lieux de production, soit en externalisation en France ou même à l'étranger. Il va falloir également analyser la structure du personnel, sa qualification. Est-ce qu'elle fait appel à de la main-d'œuvre intérimaire, temporaire ou autre? Il va falloir également connaître le marché sur lequel elle opère. Est-ce que c'est un marché qui est tendu? Est-ce qu'on peut avoir des pénalités de retard, par exemple parce qu'elle travaille avec des grandes surfaces alimentaires ou des grandes surfaces de bricolage? Il va falloir également regarder quelles sont ses relations avec les fournisseurs. On a vu l'activité. Regardons maintenant, ayons un regard un peu plus pointu sur ce qu'on appelle la prévention et la protection. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir faire une analyse hantée, c'est-à-dire en amont, sur la protection des biens et préconiser des mesures de prévention. Tout simplement. Pourquoi? D'abord, pour permettre à l'entreprise, si un sinistre venait à se produire,
d'avoir des moyens de protection de l'incendie ou du bris de machine ou autre, et également mettre en place des préconisations ou des préventions. Par exemple, ça peut être des moyens de lutte contre l'incendie, ça peut être de la surveillance des locaux dans le cas d'actes de malveillance, ça peut être la séparation des activités en différents endroits de l'entreprise, en différents bâtiments, ça peut être l'isolement du stockage, ça peut être installer des chaînes de fabrication parallèles, alors aussi bien sur le territoire français qu'ailleurs, ça peut être le doublement des sources d'énergie, en cas, par exemple, de carence d'un des fournisseurs d'énergie, on pourrait avoir effectivement le système de générateurs qui permettent de déclencher très rapidement euh, la remise en état. Ça peut être la conservation des études et des archives dans le cas de fabrication où on a des modèles. Ça peut être également, et surtout on va le voir, c'est un point assez prégnant, c'est le backup des systèmes informatiques. Alors, là encore, soit en externalisation, ce qui est souhaitable. Et tout cela, ça va nous permettre de mettre en place un plan de survie, c'est-à-dire un programme d'action prédéfini en cas de survenance d'un sinistre. Et là, au travers de ces trois aspects. Premièrement, quel est l'objectif que l'on veut atteindre? Deuxièmement, quelles sont les mesures immédiates qu'il va falloir mettre en œuvre? Et troisièmement, comment financer ce plan de survie? On a vu effectivement l'activité. Regardons maintenant la période d'indemnisation. Il va nous falloir préciser quelle est la durée d'intervention de l'assureur qui va permettre de remettre l'assuré dans la situation qui était la sienne avant le sinistre. Et donc, analyser en trois phases. Premièrement, une phase de préparation qui est une phase en T. Deuxièmement, une phase de reconstitution du potentiel de l'activité et également une phase de reconquête de la clientèle, puisque la clientèle aura peut-être déserté les rangs de l'entreprise. Et donc, il y a une vraie approche. Donc, vous voyez qu'on est dans le cas d'une approche globale. Je prends par exemple, sur le slide suivant, le schéma type d'une période d'indemnisation dans le cas d'une destruction quasi totale. Donc, vous voyez que le sinistre s'est produit sur la partie gauche, au jour J. Donc, les bâtiments sont détruits et il va falloir, entre les expertises, les déblais, le dépose de plan, l'obtention d'un nouveau permis de construire, environ un petit peu moins de 2 mois. Ensuite, une phase de mise en œuvre de grosses œuvres pour permettre effectivement la construction proprement dite. Et ensuite, la partie seconde œuvre qui sont les finitions et les agencements. Ce qui veut dire que la production pourrait démarrer, dans la mesure où les bâtiments sont totalement opérationnels, pourrait démarrer 8 mois après la survenance de l'événement. Pendant ces 8 mois, il a peut-être fallu commander du matériel, des équipements, peut-être une phase de livraison et de montage, évidemment une phase d'essai lorsque nous avons les matériels ou des chaînes de production. Il a fallu également, pendant toute cette période, qui est relative à l'expertise, peut-être reconstituer les moules, les deux modèles, les archives. Il a peut-être aussi fallu reconstituer les stocks, c'est-à-dire avec une phase d'attente et ensuite une phase de livraison. Et ça veut dire que pendant ces 8 mois, la clientèle, malheureusement, n'était plus au rendez-vous. Ça veut donc dire qu'un sinistre se produisant au jour J, un redémarrage de la production s'effectue 8 mois après, et le redémarrage du chiffre d'affaires va s'effectuer à compter du 9e mois jusqu'au 12e, voire 48 mois. Et donc, c'est tout cela qu'il va falloir déterminer avec notre assureur. On a dit tout à l'heure, on a parlé de marge brute. La détermination de la marge brute, elle va se faire en deux temps. C'est-à-dire qu'on va d'abord partir, donc avant évidemment la survenance du sinistre, nous allons partir du compte de résultat avec une analyse purement comptable pour déterminer la marge brute. Une fois que celle-ci sera déterminée, nous aurons comme base cette marge brute et nous verrons quel est le montant du capital à couvrir, en sachant que le capital à couvrir, évidemment, est différent de la marge brute. Tout simplement parce que la marge brute est calculée à une période de l'année N ou N-1 et le sinistre survient l'année d'après. Mais on va détailler tout ça.
Premièrement, partons du compte de résultat pour arriver à la marge brute d'exploitation. Nous avons deux approches distinctes, deux modes possibles à partir du compte de résultat pour déterminer ce qu'on appelle la marge brute d'exploitation. Donc, soit par addition, et on totalise ce que nous avons vu tout à l'heure, les charges fixes et le bénéfice, soit par différence, c'est-à-dire que l'on va déduire du chiffre d'affaires les charges variables. Deuxième point, nous avons déterminé la marge brute. Regardons maintenant quel est le montant du capital à couvrir. L'étude du compte de résultat va nous permettre de déterminer les éléments constitutifs de la marge brute, mais sur le dernier exercice connu. Mais nous avons besoin de chiffres futurs et évidemment établir une projection pour tenir compte de l'évolution prévisible du chiffre d'affaires de l'entreprise et donc de la marge brute. Donc, nous avons un premier travail d'analyse qui est une analyse sur l'année N-1 et ensuite un deuxième travail qui suppose une approche plutôt projective ou prospective sur l'année N plus 1 à couvrir pour le capital. Ça veut donc dire qu'il va falloir déterminer la marge brute prévisionnelle que l'on va corréler avec la période d'indemnisation souhaitée. C'est-à-dire que nous allons faire une extrapolation des résultats comptables. Pardon. Mais ça veut donc dire que nous allons procéder à un ajustement que l'on va appeler contractuel, c'est-à-dire celui qui est prévu au titre du contrat que nous allons souscrire avec notre assuré, à savoir que cette détermination de la marge brute prévisionnelle peut être entachée d'erreurs, compte tenu de l'éventuel délai entre la prévision et l'éventuelle date du sinistre, mais c'est celle-ci que nous ne connaissons pas. Donc, nous, les assureurs, ont mis en place ce qu'on appelle une notion d'ajustabilité, c'est-à-dire qu'on va proposer une ajustabilité de la marge brute prévisionnelle de 20%, qui va donner lieu au versement d'une prime provisionnelle. Et en fin d'exercice, il sera procédé à une régularisation. C'est ce que vous connaissez dans ce qu'on appelle les primes de régularisation en fin d'exercice. Mais il peut y avoir des omissions, il peut y avoir des inexactitudes. Et vous le savez, le Code des assurances et la Convention spéciale perte d'exploitation prévoient une sanction en cas de sous-assurance, à savoir qu'effectivement, il y aurait un décalage entre la marge brute prévisionnelle et le résultat réel. Celle-ci va être matérialisée sous la forme de la sanction qui est intitulée la règle proportionnelle de capital. Mais la clause d'ajustabilité dont nous parlions pourrait éviter cette sanction. Et il est alors possible de prévoir une clause contraire, à savoir une dérogation contractuelle à la règle proportionnelle de capital, ce qui a pour obligation pour l'assuré, premièrement, de déclarer le montant réel de la marge brute du dernier exercice. Deuxièmement, d'indiquer le pourcentage d'évolution prévisionnelle de cette même marge brute. Troisièmement, de déclarer dans un délai de 7 mois après la clôture de l'exercice le montant réel. Et ensuite, de procéder au règlement du complément de prime dans le cas de la régularisation. Et nous allons parler donc de prime de régularisation en fin d'exercice. Mais cette garantie, ce niveau de couverture, comment déterminer le prix? Alors, bien sûr, ce prix va dépendre du niveau de couverture souhaité et donc des extensions éventuelles à la garantie de base. Dans un premier temps, analysons le prix de cette garantie de base et dans un deuxième temps, nous déterminerons les éventuelles surprimes relatives aux extensions de garantie. Pour équilibrer les résultats dans le cadre de la garantie de base et proposer une tarification au plus juste, il nous faut premièrement calculer la prime pure. Deuxièmement, déterminer la fréquence. Et troisièmement, déterminer le coût moyen unitaire, ce que nous appelons le CMU.
Le taux perte d'exploitation qui sera appliqué à l'assiette de prime résulte de la multiplication du taux du risque direct, c'est-à-dire un incendie, c'est-à-dire le taux qui est déterminé en application du tarif des risques d'entreprise, ce que nous appelions avant le tarif rouge, par des coefficients. Et plusieurs coefficients vont intervenir. Premièrement, le KI, qui est le coefficient d'interruption, qui est lié à la durée de reconstitution de l'appareil de production. Le deuxième, c'est le KPE, qui est le coefficient perte d'exploitation, qui lui est lié à la vulnérabilité de l'entreprise assurée. Le troisième, c'est le KLCI, c'est-à-dire il est possible de prévoir une limitation contractuelle d'indemnité dans le cas où l'indemnité versée est inférieure à la marge brute. Autre coefficient, c'est le KFR, c'est le coefficient de franchise. Donc vous voyez plusieurs coefficients qui vont s'appliquer avec le taux risque direct. Donc ce taux PE, nous allons le schématiser ainsi. C'est le taux du risque direct incendie multiplié par le KI, multiplié par le KPE, multiplié par le KPI, multiplié par le coefficient de limitation contractuelle d'indemnité, multiplié par le coefficient de franchise, qui viendra s'appliquer sur l'assiette de prime avec ou sans la clause d'ajustabilité, la fameuse clause que nous avons vue tout à l'heure, qui est de 20%. On pourra évidemment se familiariser avec ces notions par le biais d'exercices, de mise en situation et d'exemples lors des formations que nous aurons le plaisir de faire ensemble ou de suivre ensemble. Donc, nous avons vu la garantie de base, mais maintenant, quelles sont les garanties optionnelles et les extensions possibles? On peut les citer. Alors, évidemment, c'est une liste non exhaustive, et elle donnera lieu à des mises en application et des cas concrets. Par exemple, c'est la garantie attentat, la garantie catastrophe naturelle, la garantie tempête, grêle, poids de la neige, la garantie dommage électrique, la garantie carence des fournisseurs, l'impossibilité matérielle d'accès. Par exemple, ça peut être aussi le cas de fermeture administrative ou de fermeture dans le cas de pandémie, sujet un peu brûlant et d'actualité que vous connaissez. Et on analysera évidemment différents contrats types. Premièrement, une formule artisan-commerçant. Deuxièmement, une formule prestataire de service. Et troisièmement, une formule un petit peu différente qui s'appelle l'homme-clé. L'homme-clé, je vous en dis deux mots. Si l'entreprise vient à connaître un sinistre direct, c'est-à-dire un incendie, évidemment, il y a interruption de l'activité. Mais si demain, le principal dirigeant est frappé d'une incapacité ou d'une incapacité à exercer sa fonction pendant 6 mois, que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un est capable de le remplacer au pied levé ou à la lettre? Ou est-ce qu'il y a une période pendant laquelle l'entreprise va connaître une baisse d'activité? Tout cela, ce sont des choses à prendre en compte. Mais là, et c'est notre dernier point, le sinistre survient. Je dis c'est bien regrettable. Et donc, nous verrons au travers de notre formation et formation future, que faire pendant le sinistre, comment va intervenir, comment va se manifester la prise en charge par le contrat perte d'exploitation. Et nous verrons également comment il va falloir ajuster cette indemnisation dans les intérêts communs et de l'assureur et de l'assuré. Parce que, vous le savez aussi bien que moi, un contrat d'assurance est composé de 3 parties. Un intermédiaire d'assurance, une compagnie et un assuré. Il est évident que ce triptyque constitue un vrai partenariat. Et si un des éléments de ce triangle venait à manquer, évidemment, le contrat serait déséquilibré, pour ne pas dire inutile. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation, certes un peu rapide. Bien sûr, je reste à votre disposition pour les questions que vous ne manquerez pas de me poser. Et bien entendu, je vous invite à regarder peut-être les dates prévisionnelles de présentation de formation que vous avez certainement par devers vous et que ma collègue ne manquera pas évidemment de vous faire suivre.
Voilà, je reste à votre disposition et je vous remercie de votre attention. Maintenant, je vais demander à ma collègue, effectivement, de m'envoyer les questions que vous ne manquerez pas de me poser. Alors, j'envoie la première. Dans ce contexte troublé de Covid-19, les intermédiaires en première ligne peinent à adopter une position claire et sont montrés du doigt. Quelles sont les dernières prises de position à ce niveau-là, notamment du côté de la CPR? Évidemment, c'est la question qui est d'actualité. Vous savez aujourd'hui que la plupart des contrats perte d'exploitation qui étaient mis en place avant le Covid ne prévoyaient pas la garantie pandémie ou la garantie fermeture administrative, à quelques exceptions près. Vous avez vu que certains assureurs ont été assignés. Je pense à AXA, Mutuelle du Mans, MMA, je pense à Crédit Mutuel, etc. Il y avait un flou juridique sur les garanties. La CPR aujourd'hui n'a pas pris de position parce que le contrat fait loi. Et depuis l'événement du Covid et plus particulièrement depuis le deuxième confinement que nous connaissons, les assureurs ont modifié de manière, on va dire, unilatérale ce que nous appelons les intercalaires, à savoir les conditions de mise en jeu de la garantie. Et on exclut de manière un peu autoritaire, voire unilatérale, la mise en jeu de la garantie dans le cadre d'un événement qui s'appelle une pandémie ou une fermeture administrative. Alors, ça, c'est ce que je peux vous dire à ce jour, en sachant, et vous le savez aussi bien que moi, que des négociations sont en cours entre la Fédération française de l'assurance, les syndicats ou les groupements qui gèrent les entreprises, comme le MEDEF ou la CGPME, et le ministère des Finances, pour voir comment il serait envisageable de prévoir une garantie perte d'exploitation sur ce type d'événement que nous connaissons, et voir comment effectivement cette garantie pourrait être mise en place, à quel coût, à quel prix. Aujourd'hui, les éléments dont nous disposons, les assureurs disent, si on devait étendre cette garantie aux deux événements qui sont la pandémie et la fermeture administrative, on dépasse les 120 milliards d'euros. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir calculer des primes en conséquence. Voilà. Pour l'instant, on est au stade des négociations. Aujourd'hui, je ne peux pas vous apporter de réponse. Je n'ai pas la possibilité d'être prophète et j'en suis bien désolé. J'espère avoir répondu à votre question. Deuxième question que je reçois, je la regarde en même temps. Pardon. Je continue sur mes intermédiaires. Là, aujourd'hui, les intermédiaires, c'est vrai qu'on pourrait leur reprocher, bien sûr, un manquement à leur obligation d'information et leur devoir de conseil. Mais ils ne font que reproduire et proposer des garanties qui sont mises en place par la compagnie. Donc, je ne sais pas aujourd'hui si des procès ont lieu sur lesquels les intermédiaires ont été appelés en la cause, mais pour l'instant, les entreprises victimes de pertes d'exploitation qui n'auraient pas été indemnisées ont simplement appelé en la cause et assigné les compagnies d'assurance et pas les intermédiaires. Autre question, je vois que vous en avez beaucoup. Attendez, je la regarde en même temps. Nous savons que le dernier chiffre d'affaires peut être très réduit sur 2020. Mais comment établir une base de marge brute correcte en tenant compte de cet élément? Concrètement, les assureurs peuvent-ils reprendre la marge brute en N-2 et non sur un N-1 sur un sinistre survenu en 2021? Non. Alors, je sais que ma réponse est un peu abrupte. Nous nous basons sur le dernier chiffre d'affaires. Il est vrai que 2020 n'a pas généré un chiffre d'affaires tel que les entreprises assurées pouvaient escompter, n'ont pas généré la marge brute telle qu'elle était attendue, mais on verra à ce moment-là, il sera toujours possible de mettre une clause d'ajustabilité ou une progression de la marge ou un taux de progression de la marge brute supérieur.
J'espère y avoir répondu. Mais dans tous les cas, on se basera uniquement sur le dernier exercice. J'espère avoir répondu à votre question. Autre question. Je regarde si vous en avez. Y a-t-il des méthodes d'évaluation des pertes subies efficaces, des pertes subies pour les assureurs? Je ne vois pas trop le sens de votre question. Il est évident que les assureurs, quelle que soit leur nature, qu'ils soient des compagnies traditionnelles ou des sociétés d'assurance à temps mutuel, ont établi pour cela des modèles actuariels qui nous permettent effectivement de dire, en fonction du nombre, de la nature des contrats perte d'exploitation qui ont été signés, on peut, et on regarde toutes les données économiques, on peut dès à présent prévoir un montant d'indemnisation probable. Mais il est évident que, comme tout modèle actuariel, il ne repose que sur des statistiques, et ces statistiques, malheureusement, elles peuvent être influencées par la situation que nous avons connue en 2020 et par d'autres éléments qui sont souvent un peu indépendants de notre volonté, comme par exemple ces fameuses fermetures administratives. Mais évidemment, nous avons des méthodes qui sont des méthodes actuarielles sur lesquelles, effectivement, la formation ne portera pas, puisque là, il s'agit vraiment d'une approche en termes statistiques et mathématiques. Et je vous épargnerai, bien sûr, tous ces modèles actuariels, qui sont en fait des modèles stochastiques, mais on en parlera si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez d'autres? Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bien sûr, nous restons à votre disposition, tant sur les questions que vous pouvez poser, que, évidemment, pour mettre en place des modules de formation qui correspondent à vos attentes. Je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, en espérant vous voir très prochainement. Je vous remercie et si vous le souhaitez, on peut mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie et en vous souhaitant une bonne journée. Merci, au revoir.